De nouvelles lois en perspective dans le domaine des médias et de l'accès à l'information publique au Burkina Faso. Plusieurs projets de texte sont examinés par les députés en vue de la dépénalisation des délits de presse, la réglementation des médias en ligne et l'accès aux sources d'information publiques. Et puis dans ce journal, on s'interroge sur l'augmentation des cas d'hypertension artérielle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 2 personnes sur 10 sont concernées. Pourquoi et quelles précautions prendre? Les questions et les réponses, c'est tout à l'heure dans la chronique santé. Un jeudi noir en Irak et en Chine, tôt ce matin, un terrible attentat sur un marché de Bagdad a fait 76 morts et des centaines de blessés. Pendant ce temps, à Tianjin en Chine, une double explosion s'est produite dans une zone industrielle. Bilan, au moins 50 morts et plus de 700 blessés. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La culture du secret autour de l'information publique, une pratique courante de la part des agents de l'administration. Les choses devraient bientôt changer. En tout cas, un projet de loi est en bonne voie pour réglementer et faciliter l'accès à l'information et aux sources publiques. Le texte a fait l'objet d'un examen à Léo de la part des députés du CNT, Paul David Bambara et Aruna Mari. Convaincu que l'accès à l'information et aux sources publiques demeure un parcours de combattant pour le citoyen lambda et même pour le journaliste au pays des hommes intègres, le Conseil national de la transition CNT prend le problème à bras le corps. Ici, à Léo, ces députés membres de la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains, KIDH, et ceux de la Commission des finances et du budget, CONFIB, se sont retrouvés pour s'approprier un avant-projet de loi élaboré par le CNT dans ce sens. Cette proposition de loi, si elle est adoptée au niveau du CNT, elle va renforcer notre dispositif juridique. Il faut que les citoyens aient le pouvoir, que les citoyens soient au centre de l'information. Repartis en 2 groupes de travail, les députés assistés par des experts apportent des amendements aux différents textes de loi. Des textes dont la finalité est d'offrir aux citoyens un passeport légal pour accéder facilement à l'information. Elle oblige les administrations publiques à donner l'information aux citoyens sans distinction. Et ceux qui bénéficient de cela, ce sont les citoyens sans distinction, qu'ils soient journalistes ou pas, qu'ils soient dans la communauté ou pas, pourvu qu'il ait intérêt à agir, à demander une information pour avoir son propre savoir ou bien pour pouvoir justement contrôler l'action des gouvernants. Après cette étape, les députés de retour au CNT vont poursuivre la réflexion pour un autre toilettage des textes avant de les soumettre au vote. Autre loi toujours très attendue dans le domaine de l'information et des médias, celle relative aux médias en ligne pour combler un vide juridique et celle relative à la dépénalisation des délits de presse pour éviter la prison aux journalistes. Les 2 textes sont également en bonne voie, ils sont en cours d'examen. Depuis hier à Léo, les députés veulent accorder leur violon sur le contenu de ces lois. Paul David Bambara et Aruna Mari. C'est une cure de jouvence que le gouvernement veut apporter à l'ancien code de l'information. Il dépose sur la table du CNT 3 projets de loi sur les médias. Il s'agit de la loi sur la communication audiovisuelle, de la loi sur la presse écrite et de celle sur la presse en ligne. S'accorder sur ces projets de loi avant leur adoption, c'est l'objet de cette rencontre qui mobilise à Léo experts et députés de la Commission des affaires sociales et du développement durable et ceux de la Commission des affaires étrangères et de la défense. Il s'agit d'un atelier qui porte sur un certain nombre de projets de loi qui ont été transmis au Conseil national de la transition et qui sont donc l'objet de cet atelier en vue de permettre à tous les députés de s'en approprier le contenu, les enjeux, mais aussi de voir quelles sont les problématiques qui sont soulevées dans ces textes. Et pour mieux cerner l'esprit de ces textes de loi, ces 3 experts exposent aux députés ses contours et sa portée. La dépénalisation du délit de presse est prise en compte dans ces propositions de loi. Dans le projet tel qu'il est vu actuellement, si la dépénalisation venait à être adoptée, cela voudrait dire tout simplement que les journalistes qui seraient poursuivis pour délit de presse seront condamnés à des peines d'amende. Une fois adoptée, ces nouvelles lois devraient apporter un plus en matière de liberté de presse au Burkina Faso.
Tout autre chose pour poursuivre, le commandant en chef de la MINUSMA séjourne depuis hier au Burkina Faso alors que l'on assiste à une recrudescence des attaques au Mali. Michael Lolsgaard a entrepris de faire le tour des pays contributeurs à cette force de maintien de la paix. Ce matin, il s'est entretenu avec la hiérarchie militaire sur les grands défis à relever pour une pleine réussite de la mission. Issa Kafando, Estelle Judith Assogba. 2 bataillons de 850 éléments chacun, soit 1700 soldats burkinabés, ont été déployés au Mali pour l'opération de maintien de la paix. Satisfait du travail de ces soldats, le commandant de la force de la MINUSMA est à Ouagadougou pour remercier la hiérarchie militaire pour cette contribution à la MINUSMA et discuter sur les défis majeurs. On a eu des bonnes discussions aujourd'hui et je pense qu'on peut bien améliorer tout le processus autour de la mission. Pour le chef d'état-major général des armées, cette visite traduit l'expression d'un soutien envers le Burkina Faso, un pays qui fournit de grands sacrifices pour le retour de la paix au Mali. Et nous avons saisi cette occasion pour lui exposer les défis majeurs en matière d'acquisition de renseignements au profit de nos troupes, en matière d'appui aérien pour assurer la couverture de nos troupes lorsqu'elles se déplacent. Le bataillon est déployé au Mali depuis 2 ans et jusqu'ici, le personnel est déployé sur des sites provisoires. Donc nous avons renouvelé notre requête afin que les efforts soient consentis pour accélérer l'achèvement des infrastructures en construction et à la charge des Nations Unies. Cette visite donne également l'assurance aux autorités militaires du soutien que la MINUSMA va apporter de son côté pour permettre aux soldats burkinabés d'assurer leur mission avec confiance et sécurité. Très bientôt, ils seront appuyés dans ce maintien de la paix par une unité de la gendarmerie. Cette unité sera déployée dans la région de Gao. L'ambassadeur du Canada au Burkina Faso est en fin de mission. Le diplomate canadien est allé faire ses adieux ce soir au président Michel Kafando, l'occasion de faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ivan Roberts a passé presque 4 ans au Burkina. Il s'exprime ici au micro de Lazare Pouya. J'arrive à la fin de mon mandat ici. Donc c'était pour moi l'occasion de dire mes adieux au président de la République et passer un peu en revue les 3 ans et 10 mois que j'ai été ambassadeur du Canada ici. Nous avons une présence importante des compagnies canadiennes ici, surtout dans le secteur minier. J'ai parlé des efforts que nous avons fait pour mettre en place un forum de responsabilité sociale des entreprises avec ces compagnies minières, des ONG et autres. J'ai parlé un peu de la création de l'Alliance burkinabé des fournisseurs de biens et services miniers. J'ai parlé de notre programme de développement, notre programme d'aide au développement qui se concentre sur le secteur de l'éducation de base, mais aussi qui finance des activités de croissance économique. J'ai informé le président que l'année dernière, le Canada a identifié le Burkina Faso comme un pays de focus pour notre programme de développement. Ça veut dire que le Burkina est parmi les 25 pays au monde où le Canada concentre son aide au développement. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, lui, a reçu hier dans la soirée l'ambassadrice du Brésil au Burkina. Regina Bittencourt a informé le chef du gouvernement de la venue dans les jours à venir d'une mission brésilienne pour former les producteurs laitiers du Burkina. Gérard Sommet, Ismaël Diloma Sirima. L'ambassadeur du Brésil au Burkina Faso est allé faire le point de cette coopération bilatérale au Premier ministre. Elle a ainsi profité pour faire une annonce. Nous avons des projets de coopération dans le cadre de la coopération technique. Et par exemple, dans une semaine, on va avoir ici une délégation brésilienne dans un projet qui c'est de vache laitière qu'on a avec le Burkina. Et on a d'autres projets comme des laboratoires nationaux. C'est des coopérations qu'on a déjà depuis
des années avec vous. Elle a également ajouté que le Burkina Faso peut compter sur le Brésil pour ses projets de développement. À présent, la chronique santé de ce journal, il est question de l'hypertension artérielle. Elle est devenue l'une des plus grandes causes de consultation et de mortalité au Burkina. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 personnes sur 10 sont concernées. Alors, question, pourquoi cette augmentation des cas d'hypertension artérielle? Quelles sont les précautions à prendre? Quelques indications avec Iniwalkoy Janine Kambire. L'hypertension artérielle est une élévation anormale de la pression du sang dans les artères. Elle apparaît lorsqu'au repos, les chiffres dépassent 14 cm de mercure pour la pression maximale et 8,50 pour la minimale. L'hypertension artérielle se manifeste le plus souvent par des maux de tête, surtout pendant la deuxième moitié de la nuit et au réveil, et par des vertiges, des troubles oculaires, la fatigue et une sécrétion d'urine abondante et à fréquence répétée. Cette maladie, non ou mal traitée, peut avoir des complications graves telles qu'un accident vasculaire cérébral, une hémorragie méningée et une insuffisance cardiaque ou rénale. Et quelles en sont les causes? Dans la plupart des cas, on ne retrouve aucune cause évidente. Cependant, chez 10% des patients, l'hypertension est conséquente à une maladie des reins, le plus souvent, ou à la grossesse. Il y a aussi les facteurs génétiques, l'excès de sel dans l'alimentation, la consommation abusive d'alcool, le tabagisme, l'obésité et dans certains cas, la contraception hormonale. Pour cette maladie, tout le monde peut être à risque, même les enfants. Mais les personnes les plus exposées sont celles souffrant de maladies touchant les reins, le cœur et les artères, les personnes obèses qui ne font pas d'activité physique et les personnes prenant certains médicaments pendant longtemps. Ce sont des médicaments comme les contraceptifs hormonaux et les anti-inflammatoires. Loin d'être une fatalité, l'hypertension artérielle pourrait être évitée ou minimisée en adoptant certaines précautions. Limiter la consommation d'alcool, éviter le tabagisme et autres stupéfiants. Avoir un régime alimentaire convenable avec une consommation modérée de sel et de graisses riches en cholestérol. Absorber une quantité suffisante d'eau. Éviter le stress, le surménage, les efforts importants et se reposer autant que possible. Exercer une ou plusieurs activités physiques ou sportives régulières comme la marche, le vélo, la gymnastique ou la natation. Enfin, surveiller la tension au moins 2 fois par semaine à l'aide d'un tensiomètre. Voilà des conseils à suivre scrupuleusement. Les écologistes d'Afrique se concertent à Ouagadougou. Ils sont des dizaines de participants venus de 13 pays du continent. Échange autour des grands enjeux du moment. En marge de la rencontre, la Fédération des partis écologistes et verts d'Afrique de l'Ouest organise une formation au profit de ses membres. Les thèmes retenus sont idéologie et environnement et élections et campagne. Moussa Ouedraogo, Amandine Lalsaga. Ces écologistes, issus d'une dizaine de pays de l'Afrique, réfléchissent ici sur la partition des verts dans la lutte contre le changement climatique. Ils bénéficient par l'occasion d'une formation sur les concepts liés à l'écologie. Dans la charte des Verts d'Afrique, il y a un de nos objectifs qui dit chaque 2 ans, nous, écologistes, nous allons nous réunir, former nos militants sur les concepts. Si tout de suite nous vous posons la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'écologie, quand bien même vous dites écologiste, vous aurez de la lacune à nous donner la réponse exacte. Donc, ces différents concepts doivent être maîtrisés par nos militants afin de pouvoir retransmettre le message de l'écologie politique. Cette rencontre panafricaine servira également de cadre de préparation des partis écologistes aux échéances électorales futures. Le réflexe écologique, toujours cette fois chez les tout-petits, des guides d'éducation environnementale pour les élèves du primaire sont en cours de validation. Objectif, inculquer le respect et la protection de la nature dès les premiers pas dans l'école. Salifou Belem, Kadi Sanogo.
Démarré en 2011, le processus d'élaboration des guides d'éducation environnementale des sous-cycles du primaire est arrivé à son terme. Il a été expérimenté dans 6 écoles du centre et du centre-ouest. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier de validation nationale des guides d'éducation environnementale pour le développement durable au primaire. La loi du 2 avril 2013 stipule qu'il est intitulé des modules d'éducation pour le développement durable dans tous les plans, programmes et projets de développement, ainsi que dans les ordres d'enseignement en cours au Burkina Faso. On est parti d'un constat. Nos élèves, nos enseignants, même les plus motivés, ne s'intéressent pas suffisamment aux questions environnementales parce qu'ils n'ont pas une base, un fondement technique pour dispenser les connaissances dans ce sens-là. Donc c'est pour cela que les réflexions ont été menées et qui ont abouti à l'élaboration d'un document qui doit être finalisé ce matin. Si vous intéressez à un élève, il y a certains termes techniques qu'il ne pourra pas utiliser, par exemple connaître même les espèces des arbres, connaître effectivement quelques animaux, etc. Donc le guide va nous donner va outiller les enfants à protéger l'environnement. Pour le ministre en charge de l'environnement, l'école doit servir de cadre pour former les élèves en leur offrant les qualités pour une vie d'adulte responsable à l'égard de l'environnement. Les agents de la garde de sécurité pénitentiaire, leur rôle ne se limite pas à la surveillance et à la sécurité dans les pénitenciers. Ils ont aussi pour mission d'œuvrer à la resocialisation des détenus pour un retour à la vie en société. 50 d'entre eux sont réunis pour une formation sur le respect des droits de l'homme en milieu pénitentiaire. Reportage Albéric Bationo. Cette formation du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire vise à promouvoir le respect des droits de l'homme dans le traitement des personnes détenues. Ces participants, au nombre de 50, sont des assistants de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et de la prison de haute sécurité. 3 modules en rapport avec le traitement des détenus leur seront enseignés. C'est d'abord l'évolution de la prison, c'est faire un bref rappel historique de la prison. Et après cela, nous allons aborder la question même du respect des droits de l'homme en prison. Et la 3e communication va porter sur la contribution des personnels pénitentiaires à la resocialisation des détenus. Les 12, 13 et 14 août, ces GSP vont voir leurs connaissances renforcées sur les textes nationaux et internationaux relatifs au respect des droits de l'homme en milieu pénitentiaire. Pour respecter les droits de l'homme, pour respecter les droits de ces personnes en détention, il faut que le personnel chargé d'encadrer ces détenus soit outillé, soit bien formé et sache comment prendre en charge ces détenus de façon à respecter leurs droits fondamentaux. Initié par le ministère de la Justice avec l'appui de la Fondation Hans Saedel, cet atelier de formation se tient sous le thème « Respect des droits de l'homme en milieu pénitentiaire ». Stop Corruption, c'est le titre d'une nouvelle série en cours de tournage. Il s'agit d'une réadaptation du magazine Kouka produit par le RENLAC. Le réalisateur Missa Ebie mise sur des acteurs jeunes et novices pour la plupart pour sensibiliser sur la course au gain facile. Le tournage a débuté depuis le 10 juillet dernier. Ismaël Diloma Sirima. Tous à pied d'œuvre pour mettre dans la boîte l'épisode 9 de la série Stop Corruption. En tournant les 26 épisodes de la première saison, Missa Ebie veut mettre le doigt sur une plaie qui ronge petit à petit le Burkina Faso. Nous voulons un peu montrer aux jeunes, aux plus jeunes, à pouvoir savoir ce que c'est que la corruption, à pouvoir être sensibilisés aux actes de corruption qu'ils rencontrent au quotidien, mais surtout à pouvoir dénoncer les actes de corruption qu'ils verront ou ils seront témoins. Ce film est une réadaptation de la bande dessinée Kouka, dans lequel un jeune élève de la classe de 3e se révolte contre toute valeur immorale. Quand il est victime d'un acte de corruption ou bien il est témoin, il s'insurge contre l'acte et il fait tout pour que les responsables de cet acte-là soient punis à la hauteur de leur forfait. Nous voulons, à travers cette série, intéresser donc les enfants
à la corruption, à la chose publique, à la bonne éducation, en même temps sensibiliser les parents. Parce qu'aujourd'hui, les parents ne sont plus responsables vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. La série met ainsi en confrontation des acteurs dont l'âge est compris entre 15 et 20 ans et qui tournent pour la première fois. On a d'un côté Kouka, le modèle, et de l'autre, Bila, le fils d'un riche commerçant qui veut toujours prendre des raccourcis dans la vie. C'était pas facile, on n'arrivait pas à se mettre dans la peau même du rôle qu'on nous a donné. Mais pas les différentes répétitions, on nous a aidé à nous mettre dans la peau. Donc maintenant, bon, on peut dire qu'on s'en sort. En plus de la corruption, le réalisateur veut interpeller les jeunes sur un certain nombre de phénomènes tels que la recherche du gain facile, à l'image de Michou ici, qui sort avec des personnes âgées pour satisfaire ses besoins. Je dirais d'arrêter de ne pas faire comme moi, puisque c'est pour sensibiliser les jeunes filles comme moi. Pour concocter cette série qui mixe l'humour et la dénonciation, Missa Ebié s'est fait accompagner par le Réseau national de lutte anticorruption. Hors de chez nous, à présent, le chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique, le général Babacar Gaye, vient d'être limogé. Trop c'est trop, a lancé le secrétaire général de l'ONU après la publication d'un nouveau rapport faisant état d'abus sexuels sur des enfants commis par des casques bleus. Assez, c'est assez, a lancé le secrétaire général de l'ONU qui a obtenu le limogeage du chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA. Babacar Gaye a été renvoyé après une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus. Quand les Nations Unies déploient des casques bleus, elles le font pour protéger les personnes les plus vulnérables du monde, dans les endroits les plus désespérés du monde, a déclaré Ban Ki-moon ce mercredi au siège des Nations Unies à New York. Il m'est impossible de mettre en mots la colère, le tourment et la honte que je ressent après ces accusations récurrentes au fil des années d'exploitation sexuelle et d'abus commis par des forces onusiennes. Je ne tolérerai aucun agissement de ceux qui remplacent la confiance par la peur. La veille, Amnesty International accusait des casques bleus d'avoir violé une fillette et tué un adolescent et son père lors d'une opération à Bangui au début du mois. En avril dernier, des médias révélaient qu'une quinzaine de soldats français étaient accusés d'abus sexuels par des mineurs. Les militaires faisaient partie de l'opération Sangaris lancée en décembre 2013 par la France en Centrafrique. L'horreur aujourd'hui à Bagdad, un attentat sur un marché de la capitale irakienne a fait au moins 76 morts et des centaines de blessés, un carnage revendiqué par l'organisation État islamique. Le bilan est lourd en Irak. Un camion frigorifique piégé a explosé ce matin au milieu d'un marché bondé de Sadr City au nord-est de Bagdad. Il y a au moins 60 morts et 200 blessés. Jusqu'à présent, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais les soupçons se portent déjà sur l'organisation sunnite État islamique qui a déjà commis des attentats similaires visant notamment la communauté chiite. Une journée noire également en Chine. Une terrible explosion dans la ville de Tianjin a fait au moins 50 morts et plus de 700 blessés. La déflagration s'est produite en zone industrielle dans des entrepôts d'explosifs et de produits chimiques, faisant craindre des conséquences sur l'environnement. Au petit matin, dans la ville de Tianjin en Chine, les panaches de fumée sont encore visibles. Le bilan des explosions géantes de cette nuit s'est alourdi à 44 morts. Parmi eux, 12 pompiers ont perdu la vie. On compte plus de 500 blessés, une centaine sont dans un état grave. C'est une cargaison d'explosifs qui a pris feu. Les dégâts ont été recensés tout autour de la zone portuaire et industrielle jusqu'à 3 km à la ronde. Même d'énormes containers ont été balayés. Toute la nuit, faute de nouvelles, des familles sont arrivées à la recherche de leurs proches, comme ce frère d'un pompier. Je suis son frère. On a entendu l'explosion et alors on a roulé jusqu'ici pour le chercher. Pour l'instant, on ne sait pas où il est. On sait que des pompiers sont morts sur le site, alors on est très inquiet. Moi, j'ai vraiment très peur. Pour l'instant, on ne sait pas quel produit chimique a été répandu dans les airs. C'est peut-être toxique ou dangereux pour l'avenir.
Ces images des explosions ont été filmées par des témoins autour du site. Le point de départ de l'incendie, puis des détonations, n'a pas encore été identifié. Mais le respect des normes de sécurité reste souvent problématique. Les quotidiens de ce 13 août reviennent à l'unisson sur le premier colloque panafricain de la jeunesse qui s'est ouvert hier à Ouagadougou. Sur le plan international, l'intérêt est porté sur la situation politique au Rwanda où Paul Kagame semble vouloir briguer un troisième mandat. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiré. C'est le premier colloque panafricain des jeunes qui fait la une de vos quotidiens. Aujourd'hui, au Faso rappelle le thème de cette année qui est « Engagement civique des jeunes ». Et la centaine de jeunes venus de 21 pays d'Afrique vont, 72 heures durant, réfléchir aux préoccupations des jeunes, écrit Sidoya. Le pays fait un rappel historique des journées internationales de la jeunesse qui ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1999 à Lisbonne. L'observateur Palga retrace le déroulement de la cérémonie d'ouverture et rapporte le slogan lancé par le président du Faso et floqué sur tous les t-shirts des participants. Avec les jeunes, oui, tout est possible. Sans les jeunes, attention. Et ce mot s'adresse à tous les gouvernants africains, selon le président lui-même, repris par votre quotidien le soir. Et pour le gouverneur du centre, ce colloque sera l'occasion de rendre hommage à la jeunesse africaine dont la capacité à dire non aux diverses formes d'injustice n'est plus à démontrer, rapporte le journal Le Quotidien. Actualité hors du Burkina, Sidoya jette un coup d'œil au Rwanda et interroge « Kagame domptera-t-il le syndrome Compaoré ?» Ce confrère rappelle que cela fait bien 2 mandats et un bonus de 3 ans qui ne semblent pas avoir étanché la soif du pouvoir de l'homme fort de Kigali. Le pays informe que le Parlement rwandais lui a donné le feu vert le 11 août dernier pour une réforme de la Constitution après des consultations populaires. Et sur les 6 millions d'électeurs que compte le pays, seule une dizaine de personnes y seraient opposées, rapporte le pays. 10 sur 6 millions d'électeurs potentiels, reprend l'observateur Palga. Conséquence, terrain balisé pour tripatouillage planifié, écrit mon confrère. Le pays conclut à ce sujet, même Dieu ne ferait pas une telle unanimité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.